Bonjour à toutes et tous. On va commencer cette conférence sur le bilan des Jeux Olympiques. On vous remercie d'être venus écouter cette conférence à un créneau qui était assez demandé pour les amphis. Donc, et c'était important pour nous d'organiser un moment sur un sujet qui a rythmé l'actualité cet été, puisque donc, vous le savez toutes et tous, cette année c'était l'année des Jeux Olympiques, une année où, après la dissolution de l'Assemblée nationale, on a subi une injonction à ne plus parler politique, à ne plus, entre guillemets, à ne pas gâcher la fête, parce que cette période des Jeux Olympiques devait correspondre à un moment de trêve. On a eu des ministres qui nous ont dit ça fait du bien de se reposer, on n'entend plus parler de politique. Et donc vraiment, ne parlons pas de politique, regardons le sport, ne critiquons pas ce qui se passe, ne l'analysons pas. Et donc nous, avec cet événement, le but c'est de dire que si en fait il y a des choses à redire sur l'organisation des JO, sur le principe même de cette compétition, de se donner des éléments de réflexion pour travailler sur ça. Aurélie en parlera après. Et donc du coup de réfléchir toutes et tous ensemble et d'esquisser un premier bilan. On va le faire donc avec les invités que je vais présenter juste après. Je pense pour introduire la conférence, on a une invitée qui s'excuse de ne pas pouvoir venir. C'est Jadline Gard, qui est responsable du pôle écologique à Mediapart et qui a écrit un livre donc, sur les Jeux Olympiques aux éditions Divergence, qui est super intéressant, que je vous invite à lire. Et un des moments qui m'avait frappée dans le livre, je pense qu'elle en aurait parlé si elle avait pu venir. En fait, elle explique dans son livre que finalement, nous, on a eu les JO à Paris, c'était une promesse d'Anne Hidalgo, c'était un truc que Bertrand Delanoë n'avait pas pu faire, et donc 2015-2016, on est très fiers de dire qu'à Paris, il y aura les JO en France, etc. Mais en fait, avant, on avait l'impression que les Jeux Olympiques, c'était un peu, il y avait une compétition pour les avoir, il y avait du suspense, quelle ville pourra les accueillir. Ces JO de Paris, en fait, personne n'en voulait. Les villes où s'est posé la question de les accueillir en Allemagne et ailleurs, il y a eu des référendums, il y a des collectifs qui se sont montés, et quand il y a eu des référendums et qu'on a demandé à la population est-ce que vous voulez oui ou non des JO, les gens ont dit non, on n'en veut pas. Donc du coup, les villes ont dû se retirer de la compétition. Ça s'est aussi passé pour d'autres raisons en Italie. À Los Angeles, notamment, il y a un collectif d'urbanistes qui dit en fait non, on ne veut pas de ces JO. Donc en fait, quand Paris s'est retrouvé avec les Jeux Olympiques, c'était à la fois un vieux rêve pour les socialistes et aussi, finalement, on a récupéré ce truc dont plus personne ne veut, mais faisons comme si c'est vraiment super. Donc on se retrouve dans ce contexte-là, et ce que Jadline Gard analyse et qui est hyper intéressant dans son livre, c'est qu'en fait, on s'est retrouvés, nous, je pense, avec les collectifs, toutes les personnes assez critiques qui voulaient dire, mais en fait, il y a peut-être d'autres manières de faire ou de ne pas faire éventuellement aussi. C'est qu'en fait, il n'y a pas eu d'espace politique créé pour faire monter le dissensus, pour dire en fait peut-être que c'est pas si écologique, peut-être que les retombées économiques ne sont pas si super, peut-être que les promesses d'héritage sont assez discutables. Il n'y a pas eu d'espace politique de discussion créé, ce que peut créer par exemple un espace quand on organise un référendum. Donc en fait en France on s'est retrouvé dans ce qu'on a vu avec une espèce d'acmé cet été, un truc très univoque où non, on ne peut pas critiquer la tenue même des JO et on ne doit pas gâcher ce beau moment de cohésion nationale alors qu'on n'a plus de gouvernement, alors qu'il se passe plein de choses. On était priés de ne pas en parler. Donc je vous invite à lire le livre de Jade, et il y a vraiment ce truc-là dont elle parle dans son livre qui est vraiment un truc d'assez fort et assez intéressant. Donc voilà, elle était désolée de ne pas pouvoir venir, et donc je vais présenter les intervenants qui sont là avec nous aujourd'hui pour échanger. Donc tout d'abord Fabien Archambault, qui est historien à Paris 1, qui est historien notamment du sport et qui a écrit plusieurs livres, notamment Coup de sifflet, plusieurs livres sur le sport et le business. Donc merci beaucoup d'accepter d'être là aujourd'hui. Paul Allozy, qui est notamment un des membres du porte-parole du collectif Le Revers de la Médaille. Donc c'est vraiment super, pareil, que tu aies accepté de venir pour nous parler de ce collectif. C'est à peu près le seul collectif qui a réussi à regrouper, je crois, plusieurs dizaines, 80 associations. 104 pour justement publier un rapport sur les enjeux réels des Jeux Olympiques et montrer aussi donc, ce revers de la médaille. Et donc il va pouvoir nous en parler. Et Aurélie Trouvé, donc notre députée sportive, et qui... notamment a lancé une commission d'enquête sur les Jeux Olympiques, donc tu pourras un peu nous en parler. Donc merci à toutes et tous d'être là. Et donc peut-être comme première question, Fabien, pour donner un peu un ancrage historique à ta question, donc tes travaux portent sur le sport business. Tu nous montres des choses dans ces écrits qui sont assez loin de tout ce qu'on a entendu sur le sport pendant la période des JO. Est-ce que tu peux revenir sur les principales analyses que tu nous dis finalement sur le sport dans tes travaux ?
Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. Alors très rapidement, parce que c'est une question très large, donc ça pourrait durer longtemps. Alors je vais me concentrer sur les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qu'on a vécus là, dans quelle histoire ils s'ancrent et est-ce que c'est exceptionnel comme déroulement des Jeux Olympiques ou est-ce que ça s'inscrit dans une tradition olympique? Oui, alors ça s'inscrit dans une tradition olympique pour plusieurs raisons. D'abord, c'est des jeux nationalistes. C'est-à-dire que c'est ce qui explique que les jeux existent encore. On a beaucoup parlé pendant les Jeux de 2024 que c'était le centenaire des Jeux de 1924, avec l'idée que les Jeux de 1924 avaient été un grand succès déjà, que ça avait été un succès populaire, etc. C'est pas du tout le cas. En 1924, l'Auto, qui était l'ancêtre de l'équipe, donc, qui a dû changer de nom en 1945 du fait de la collaboration de ses propriétaires, avait commencé son éditorial qui concluait la quinzaine olympique de 1924 en disant « Vos jeux sont une rigolade ». Parce que le stade olympique de Colombes, qui avait été créé pour l'occasion, était à moitié vide pour toutes les compétitions, y compris d'athlétisme. Et la question qui se posait, c'était pourquoi dépenser autant d'argent pour un événement qui n'intéresse que très peu de gens, et en l'occurrence, la grande bourgeoisie parisienne, donc le 16e arrondissement, le 17e arrondissement. Et pour eux, prendre le train de banlieue pour aller à Colombes, dans une zone, une friche industrielle, c'était mais qu'est-ce qu'on vient faire là? Ça pue. Et les Jeux, c'est pas ça. Les Jeux étaient une compétition marginale dans la culture de masse, élitiste, et qui avait été construit justement pour exactement l'inverse de ce qu'on présente que sont les Jeux aujourd'hui, qui sont la fête du sport populaire. D'ailleurs, le gouvernement a beaucoup insisté sur le thème, ce sont des Jeux populaires. Et il faudra interroger cette catégorie de qu'est-ce que c'est que des Jeux populaires. Non, les Jeux ont été construits, voulus par Pierre de Coubertin et ses amis pour empêcher justement que le sport devienne populaire. Et c'est le sens de l'amateurisme. L'amateurisme, comme règle de fonctionnement du CIO, c'est une chose, c'est exclure les classes populaires de l'accès à la pratique sportive, qui est une pratique distinctive des classes dirigeantes, en gros. Donc, en fait, 1924, on est encore là-dessus. Et qu'est-ce qui sauve les Jeux qui auraient dû disparaître? Parce que c'est un événement qui va à l'encontre de toutes les grandes évolutions du monde au XXe siècle qui vont vers plus de démocratisation. Donc comment expliquer qu'un événement qui est antidémocratique fondamentalement ait réussi à se perpétuer? C'est parce qu'il est il est devenu le lieu d'expression des nationalismes. Et ça, on l'a vu tout de suite. C'est-à-dire que le président de la République, donc en tant que président de la République, qui dit « je veux 80 médailles », je veux être 3e sur le podium, bah ça, c'est quelque chose qui justement se met en place dans les années 20, où il y a le classement général des nations. Et de ce point de vue-là, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que toute la quinzaine olympique a été, dès le premier jour, sur combien de médailles. Combien de médailles d'or? Ah, il y a le Japon qui revient. L'Australie, c'est salaud, ils nous ont battus en cyclisme. Alors évidemment, c'est jamais dit comme ça, puisque c'est des gens de bonne compagnie. Mais le fond était un chauvinisme. Alors un chauvinisme un peu particulier, qui est le chauvinisme des classes moyennes. C'est-à-dire que le deuxième élément, et ça s'est encore vu là, c'est que si ces jeux ont continué à exister, c'est qu'ils ont été américanisés. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est totalement gommé en fait, dans la présentation des jeux. Vous avez vu la cérémonie d'ouverture, où on présente une sorte de filiation avec... Il y a toujours l'image de Pierre de Coubertin. Donc l'idée que la France est la fille aînée de l'olympisme. C'est-à-dire que c'est... Genre, les Jeux ne sont jamais aussi bien que quand ils sont organisés en France, qui a construit le mouvement olympique. En fait, ces Jeux qui auraient dû disparaître, tels qu'ils étaient voulus par Coubertin, s'ils existent aussi, c'est parce que les Américains, dès les années 30, s'en emparent. Et c'est une des formes de l'américanisation du monde. C'est pour ça que ça existe encore. Les élites françaises sont atlantistes dans leur grande majorité et donc elles communient dans un événement culturel qui est contrôlé. Alors il a d'abord été contrôlé par le mouvement universitaire sportif amateur américain qui est très lié à la religion protestante qui insiste beaucoup sur la question du corps, sur le fait d'avoir des athlètes, en l'occurrence des athlètes du Christ,
Donc là, ce serait des débats trop longs sur pourquoi est-ce que le protestantisme américain considère qu'il faut se préparer au combat final contre Satan. En gros, c'est des millénaristes. Donc il y a eu 50 ans de jeu, des années 30 aux années 70, où c'était cette américanisation-là qui contrôlait les jeux. Depuis les années 80, en gros, du fait de la concurrence de l'URSS, où ce sport universitaire américain ne permettait plus aux États-Unis d'être devant l'URSS, à ce moment-là, on passe à l'autre monde sportif américain, qui est le sport professionnel. Et donc là, depuis les années 80, là aussi, on le voit, les grandes compétitions, en fait, les jeux, en quoi ça consiste, en fait? C'est 3 sports importants qui sont là pour les télés américaines, qui payent le plus. C'est eux qui payent les jeux, en fait. Les jeux n'existent que parce que NBC, CBS mettent des dizaines de milliards sur la table. C'est la natation, l'athlétisme et la gymnastique maintenant. Le grand combat du mouvement olympique américain, c'est battre les soviétiques. En gymnastique, ils y sont arrivés. Et donc autour de ces 3 événements-là, vous avez le reste du monde qui s'amuse. L'haltérophilie, l'aviron. Les Américains sont aussi très forts là-dessus, ce qui est normal, puisqu'il faut être en tête. Il fallait être en tête devant l'URSS, maintenant devant la Chine. Et voilà, donc en fait, on a vécu des jeux qui sont à la fois nationalistes, comme ils le sont depuis un siècle, et qui sont américanisés, au sens où le sport tel que le conçoivent les Américains qui est à l'honneur. Il était amateur jusque dans les années 70, les étudiants américains, en gros. Maintenant, c'est des sportifs professionnels. Et alors, avec tout ce que ça veut dire, notamment le dopage, donc là, qui est le grand angle mort de ce... Donc voilà, ce seraient les 2 réflexions, à mon avis, c'est que les jeux qu'on a vécus s'inscrivent dans une double tradition et ils n'ont pas dérogé à la règle. C'était des jeux classiques, les nations riches qui s'affrontent, et c'est les Américains qui décident de la forme que prendront ces jeux. Merci beaucoup. Donc Paul, maintenant on va revenir donc sur le rapport que vous avez publié avec le revers de la médaille, et vous avez beaucoup parlé dedans et essayé d'imposer à l'agenda médiatique de visibiliser la question du nettoyage social qui était en cours avec les Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux revenir sur finalement ce que vous avez montré par là et ce qui se passait notamment en fait à Paris et ailleurs quand il y a eu ce nettoyage social? Carrément. Je veux bien d'ailleurs, pour calibrer mon intervention, vous mettre à contribution 20 secondes juste par levée de main. Mais donc vous êtes ici, donc vous êtes déjà un public politisé, mais qui parmi vous a entendu déjà l'idée qu'avec les JO, il y a des SDF qui ont été dégagés à Paris? Alors, levée de main. Tout le monde, magnifique, on a bien fait notre travail. Et qui, avant cette conférence, a entendu le terme de nettoyage social ? Ah, presque tout le monde. Oh, vous êtes incroyable. Et là, c'est vraiment pour mon plaisir personnel. Et est-ce que le collectif Le Revers de la Médaille, vous en avez entendu parler? Allez, c'est pas mal. Bon, super. Ok. Alors, et donc j'ai la chance d'être un des porte-parole de ce collectif. On a réuni plus d'une centaine d'assos, donc des assos communautaires, des ONG qui bossent avec toutes les personnes qui sont à la rue, qui dépendent de la rue ou qui sont en habitat précaire. Donc c'est un spectrum assez large. Évidemment, alors en Ile-de-France, on pourrait un peu les mettre en 5 catégories. C'est un peu brut de faire ça. Il y a évidemment plein de gens qui sont à l'intersection de ces catégories, mais donc on parle de toutes les personnes qui sont identifiées comme sans-abri, identifiées comme exilées, travailleurs ou travailleuses du sexe, usagères de drogue ou roms, voyageuses. C'est un peu les grandes catégories qu'on pourrait avoir des gens à la rue en habitat précaire en Ile-de-France. Et elles ont subi ce qu'on appelle, nous, le nettoyage social. Alors, il faut comprendre que déjà, ce nettoyage social, c'est évidemment pas franco-français, ça fait partie de l'ADN des Jeux Olympiques. C'est l'idée que tous ces gens-là qui ne font pas bien sur la photo, qui ne sont déjà pas le public favori des gouvernants, ces personnes-là, quand arrivent les méga événements sportifs, on essaye de s'en débarrasser, ou du moins de les invisibiliser. Donc c'est vraiment des politiques de repoussement, de délocalisation de la misère, d'invisibilisation. À Paris, ça s'est vraiment traduit par
une double logique de dispersion. Il y a l'idée déjà que si on a plusieurs pauvres au même endroit dans la rue, c'est pas pratique pour les autorités parce que, un, ils sont visibles, et deux, ils peuvent se mobiliser. Ils peuvent se mobiliser entre eux, ce qu'ils font souvent, et ils peuvent se mobiliser avec des assos, des collectifs. Et donc, tous les squats majeurs, tous les bidonvilles majeurs de la région Île-de-France ont été évacués pendant 1 an et demi. Ça a été hyper méthodique, ça a commencé à côté du village olympique et puis ça a continué dans le reste de la région. Il y a des lieux où on nous disait mais ça n'a aucun rapport avec les Jeux, c'est dans le 94. Oui, mais en fait c'est des lieux où les gens expulsés près du village olympique, près de lieux touristiques dans lesquels ils se sont réfugiés et depuis lesquels ils auraient pu pendant les Jeux se rendre visibles, s'organiser. Donc il y a vraiment eu un travail très méthodique d'évacuer les gens. Donc déjà on les disperse dans l'espace public en leur disant bah voilà, là vous êtes 200 à cet endroit, maintenant il faut vous disperser. Si vous restez à Paris, vous vous mettez par groupe de 2 ou 3 et de préférence vous allez au fin fond de l'Île-de-France. Et ensuite il y a une autre dispersion qui est sur l'ensemble du territoire. La France a créé un système de sas régionaux, donc on prend des personnes étrangères, exilées qui sont à la rue en squat, en bidonville à Paris, dans la ville olympique, et on les envoie vers d'autres villes. Alors c'est la continuité d'une politique qui existe depuis 2015. C'est vrai, les autorités ont beaucoup fait ça, de traiter le phénomène de l'encampement et du non-accueil des personnes exilées par ces opérations de démantèlement de campements, de mise à l'abri comme ils disent, et d'envoyer vers les régions. Mais là, ils ont vraiment créé quelque chose avant les Jeux, qui devait fonctionner pendant les Jeux et s'arrêter après. Bon là, on leur a mis une pression telle, et puis eux, ils aiment bien en fait dégager les gens dans des endroits où personne ne peut les aider correctement, qu'a priori, ce système va perdurer. Mais voilà, donc double dispersion. On disperse les communautés dans l'espace public et ensuite pour les rendre invisibles et quand elles sont vraiment trop nombreuses, on leur propose d'aller dans d'autres régions. Et ce qu'il faut entendre, c'est que ce nettoyage social, il s'est pas fait que pour les personnes exilées, mais c'est vraiment tous les publics que je vous ai cités précédemment. Et c'est là que c'était intéressant pour nous d'être un collectif avec des gens issus de ces communautés et des professionnels aussi qui interviennent sur différents champs de compétences auprès de toutes ces communautés. Parce qu'en fait, oui, les personnes isolées, c'est ce qui fait souvent la une des journaux, un campement à Porte de la Chapelle, etc. Ça fait du bruit, y a plein de flics qui viennent, ça fait des images, voilà, et après, ça affole les médias d'extrême droite. Mais en fait, même les fameux no SDF, cette année, ont subi un harcèlement policier très fort. Donc nous on a vu des gens que les maraudes avaient mis des années à vraiment créer du lien avec ces personnes qui ont commencé à être éloignées et des gens qui ont disparu du jour au lendemain tout simplement. On a les travailleuses du sexe qui ont été particulièrement harcelées. Ça a été particulièrement visible au bois de Vincennes. Il faut se dire que tout ça a été permis par un arsenal législatif, mais j'y viendrai après. Mais donc ces femmes qui étaient au bois de Vincennes, qui sont des femmes nigériennes, qui bossent sur une rue qu'on appelle la Pyramide Road. Avant, il y avait eu un énorme taf des communautés et des assos pour sensibiliser le commissaire du 12e, pour que quand ces femmes se faisaient harceler, violer, etc., que la police intervienne. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont changé le commissaire 1 an et demi avant les Jeux, et que maintenant, ces femmes, elles reçoivent des visites d'équipage de police toutes les semaines, qui viennent des fois les chercher dans les camionnettes. Donc on a eu des femmes dont les camionnettes ont été ouvertes. Elles sont en tenue de travail, donc elles sont en sous-vêtements, elles se font tirer par les jambes, emmenées en garde à vue, se font traiter de salopes. Enfin, je veux dire, ça a été hyper violent. Ensuite, on a eu les populations roms qui sont déjà plus que stigmatisées, qui ont été évacuées de plein de bidonvilles. Et là, au bout d'un moment, la machine olympique ne se cache plus. C'était écrit dans les arrêtés d'expulsion que voilà, le bidonville était proche du passage du vélo ou du passage de la flamme, que sais-je. Et pour les personnes usagères de drogue, il y a eu un arrêté qui faisait que dans le nord-est parisien, depuis 1 an, les personnes considérées de visu comme usagères de crack pouvaient être dispersées par les forces de l'ordre. Donc tout ça s'est fait grâce à une loi immigration qui est arrivée 1 an avant les Jeux. Évidemment, cette loi immigration, elle n'est pas faite que pour les Jeux Olympiques, on en a bien conscience, c'est la suite de tout un logiciel, mais quand elle arrive avant les Jeux et quand on réinstalle le délit de séjour irrégulier, les femmes nigériennes dont je vous parlais, qui avant étaient considérées comme des victimes par la loi de 2016, qui est une loi qui pose plein de problèmes, mais en tout cas avant il y avait des équipages de police qui disaient ces femmes sont victimes de trafic, d'êtres humains, on va les protéger. Avec la loi immigration, elles deviennent des délinquantes. Ensuite, on a une loi anti-squat. Évidemment, pareil, ça s'inscrit dans la logique gouvernementale. Mais cette loi anti-squat, elle fait que là, ces communautés qui dérangent, qui sont dans des bâtiments, bam, on peut vider la région en les dégageant. Donc en fait, le timing était très bon. Et c'est ça, comme par hasard. Alors on nous dit que ça n'a rien à voir avec les JO. Nous, ce qu'on défend, c'est de dire que les JO, c'est un moment d'opportunité pour les gouvernements. Voilà, c'est un moment d'opportunité. En fait, ils le saisissent parce qu'ils vont avoir des moyens considérables et donc ils se permettent de bâillonner les contestations, ils se permettent de dégager les gens qui dérangent, tous les indésirables. C'est vraiment ça qui s'est passé cette année. Les préfets se contentent de répéter que ce n'est pas vrai, mais nous, on a énormément de preuves et de faits et de choses qu'on a documentées. Donc, on a fait un premier rapport. On refera un rapport après les Jeux, vers la fin octobre, pour vraiment montrer ce qui s'est passé pendant la période olympique.
Et peut-être pour vous donner, mais ça c'est le grand contexte, mais une histoire que je raconte souvent quand on nous demande de parler du nettoyage social, pour vous donner un exemple concret, la petite histoire dans la grande, parce que malheureusement ce nettoyage des JO n'arrête pas de tomber sur la tête de cette personne. Il y a un exilé qu'on connaît bien qui s'appelle Yaya, qui est un exilé tchadien. Il est sans papier, il vivait dans le squat Unibéton, qui est le squat à côté du village olympique. Donc le 26 avril 2023, moi, c'est là qu'on commence à réaliser avec les camarades, les collègues, qu'il se passe un truc avec les JO. Le squat se fait expulser. On l'apprend la veille au soir. On l'apprend par des réseaux LFI d'ailleurs, je dois vous remercier pour ça, qui nous appellent et qui nous disent on a eu une info, etc. Et donc on fonce au squat pour dire, il faut s'imaginer, quand vous allez à un squat, dire à 500 personnes qui vont devoir partir du jour au lendemain, c'est pas des moments sympas dans une vie militante professionnelle. Donc les gens se préparent à partir. Le lendemain, les policiers viennent, ils vont évacuer tout le monde. Et donc Yaya, il est dans sa chambre. Il me fait plein de blagues en me disant voilà, c'est ça la vie d'un sans-papier en France, j'ai l'habitude, t'inquiète. Et il y a un moment où il est devenu très très sérieux. Il m'a dit tu sais, il y a quand même un truc qui me fait vraiment du mal, c'est qu'on va perdre l'équipe de foot du squat. Parce que Yaya, il avait monté une équipe de foot dans le squat et c'est ça qu'il allait perdre. Et Yaya, depuis l'évacuation du squat Unibéton, il s'est fait évacuer de 3 autres squats. Il sera évacué d'un 4e squat là dans 1 mois. Et qui sont des squats donc voilà, parce qu'on vit de la région. Et là il y a 2 semaines, alors que je partais en vacances, on nous a appelé en urgence parce que Yaya, dans tout le dispositif policier des JO, il a eu le malheur de prendre le train, d'aller dans une autre ville et de revenir à Paris. Et donc quand ils ont vu un noir sans papier arriver à la gare à Paris, la douane lui a sauté dessus, ils l'ont arrêté évidemment, et ils l'ont menotté, ils ont fait une perquisition dans son squat. Pourquoi ? Parce qu'il avait 24 € de monnaie sur lui dans sa poche, et donc ils ont fait une enquête avec perquisition pour vol et recel. Parce que, attention, il avait le malheur d'être noir et sans papier et de posséder 24 €. Donc c'est évidemment du recel que de posséder autant d'argent sur soi. Ça paraît évident aux yeux des forces de police. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vécu, nous, je dis nous, les militants, mais surtout les premiers concernés, il y a vraiment eu une année et une période JO complètement dingue de ce monde hyper bizarre où les JO, il y a une espèce d'Éden au milieu de la ville. Et moi, quand j'ai fait mes maraudes, c'est ça que j'ai vu. Il y avait plein de gars qui nous disaient mais moi les jeux j'adore. À un moment en maraude, je suis arrivé, j'ai vu un mec qui regardait l'équipe du Soudan du basket en train de jouer. Et donc il me racontait ça, sauf que ce mec est vendeur à la sauvette et donc il n'avait pas bossé depuis 10 jours et il avait faim. Donc voilà, la ville olympique, c'est vraiment cet Éden et au milieu, mais tout l'enfer, c'est l'enfer des pauvres. Et en fait, ils peuvent pas accéder à ce qui se passe là. Et nous, on est pris dans une espèce de contradiction à essayer de se battre contre un truc hyper populaire. Enfin, évidemment, c'est hyper populaire et on est ravis que ça ait apporté de la joie à plein de gens. Mais il y a vraiment ce côté de comment on fait, en effet, pour lutter contre quelque chose qui est si violent pour certains, mais les populations dont tout le monde se fiche un peu tout le reste de l'année. Merci beaucoup pour ta réponse, Aurélie. Maintenant, un des arguments, notamment macronistes, et c'est un des arguments qui est invoqué pour défendre la question des Jeux d'hiver de 2030, c'est celui des retombées économiques intéressantes pour le pays organisateur. Est-ce que tu peux revenir sur cet argument qui est souvent invoqué, notamment par les macronistes pour défendre les Jeux ? Je pense que ce micro-là... 1, 2. Allez, merde, je voulais d'abord... Parce que je me dis que c'était plus en lien avec ce qu'a dit... ce que vous avez dit sur l'héritage du sport, si tu veux bien, je veux bien commencer par ça d'abord. Je finirai sur la partie éco, désolée. Non, désolée, je fais un peu mon marché dans les... Bon, déjà, bonjour à toutes et tous. D'abord, je veux remercier beaucoup Marion Beauvalet qui anime la conférence, mais qui est aussi qui a fait un gros travail avec pas mal de militants d'Île-de-France de l'AFI sur les Jeux Olympiques. Donc, merci Marion, parce que voilà, il faudra le faire. Juste vous dire un mot aussi sur pourquoi, parce que dans les médias, on nous a déjà pas mal cet été encore diabolisé et diffamé, parce qu'on osait poser la question des impacts potentiellement négatifs des Jeux Olympiques à travers l'idée d'une commission d'enquête populaire. Bon, déjà, on peut quand même déjà halluciner qu'il n'y ait pas de commission d'enquête parlementaire sur les JO. Je veux dire, cette affaire va coûter des milliards d'euros alors qu'on nous dit qu'on est en période d'austérité budgétaire drastique et tout ça. Par ailleurs, on a, vous savez bien, un gouvernement complètement illégitime. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas hallucinant de vouloir une commission d'enquête parlementaire et en attendant une commission d'enquête populaire que nous, on n'a aucun problème à assumer en ce qui concerne la France insoumise, voilà, parce qu'on considère que dans les JO, tout n'est pas merveilleux, loin de là.
Et à chaque fois, je suis obligée, quand je passe dans les médias, de m'expliquer, parce que sinon, donc je commence toujours par dire effectivement que je suis une ancienne sportive de haut niveau, donc qu'on ne vienne pas me faire des leçons sur ah, vous êtes anti-sportif, machin et tout ça, mais je suis toujours obligée de commencer par ça, parce que au moins comme ça je l'ai évacué. Mais justement, ça me permet d'autant plus de pouvoir critiquer les JO en tant que à la fois grande fête capitaliste, parce que c'est quand même ça les JO aujourd'hui. C'est quand même la grande fête du capitalisme financier. C'est en plus marqué par la dérive de la Macronie qui l'utilise comme un laboratoire pour des politiques du type dégagement de squat, enfin entre guillemets de squat en fait, hein, c'est eux qui les appellent comme ça. Bon. Mais aussi par exemple, on le verra, la surveillance algorithmique, tout un tas de choses en fait qui, voilà, où ils profitent des JO pour avancer encore leur agenda de destruction des droits sociaux. Et puis, je le dis aussi, et là j'arrive au sujet, c'est pour ça que je voulais aborder ça en premier, mais parce que ça a à voir avec la question du sport populaire. Le sujet justement du sport populaire, qu'est-ce qui reste de populaire dans ces JO ? D'abord, moi je suis aussi élue en Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas s'il y en a là de la Seine-Saint-Denis. Non ? Qui est Bah oui, voilà, il y a quelques camarades, je les reconnais. Comment vous dire, en Seine-Saint-Denis, je suis pas sûre que, en fait, globalement, si vous faites un sondage, je suis pas sûre que les habitants de Seine-Saint-Denis, en majorité, disent qu'ils étaient contents d'avoir les JO, en fait. D'abord parce que la plupart d'entre nous, enfin en tout cas des gens de Seine-Saint-Denis, il y en a quasiment pas qui sont allés voir les JO, vu le prix des tickets et des places. Hein. Donc voilà, ça a été vu devant les écrans de télé. Alors la seule chose peut-être qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des financements pour les activités de cet été, pour ceux qui partaient pas en vacances, pour des villages, des activités sportives pour les gamins dans les villes de Seine-Saint-Denis. Voilà. Hormis ça, qu'est-ce qu'on a qui nous reste ? Parce que, je le dis, nous, dans le dernier projet de loi de finances, on avait demandé, l'AFI, et ça a été soutenu par les autres élus de Seine-Saint-Denis, on avait demandé que les JO servent au moins de grands plans d'investissement dans le sport populaire. Il se trouve qu'en Seine-Saint-Denis, là où on a le village olympique, là où on a les épreuves d'athlétisme et les épreuves de natation, tu dis c'est quand même 2 des 3 grands sports des JO. Bon, il se trouve qu'en Seine-Saint-Denis, qui était quand même le cœur des JO, on a, tenez-vous bien, 4 fois moins d'équipements sportifs par habitant par rapport à la moyenne française, alors qu'on est le département le plus jeune de France. Je peux vous dire que une des premières choses que nous disent les jeunes, bon, mis à part qu'à l'école publique, c'est l'enfer, etc., parce qu'il n'y a plus de moyens, bon, mais quand même, une des premières choses qu'ils nous disent, les jeunes, hein, quand vous discutez dans la rue, c'est Madame la députée, vous ne pourriez pas faire quelque chose, on n'a même pas de terrain de basket, même pas de terrain de foot. Les parents nous disent, mais moi, ma fille, je voudrais l'inscrire à la gym, il n'y a aucun créneau, le club m'a dit niet. En fait, en Seine-Saint-Denis, il y a des milliers et des milliers de bénévoles sportifs qui font ce qu'ils peuvent avec des bouts de chandelle pour tenir à bout de bras des petits clubs de sport, il n'y a pas de moyens. La piscine, alors j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir un petit échange par Twitter avec Amélie Oudéa-Castéra en plein JO, parce que j'aurais balancé un faux chiffre sur les piscines. Parce que je dis, bah ouais, en fait, c'est super, Léon Marchand et ses 5 médailles d'or, hein. Ça va donner envie à plein d'enfants de nager. Ben, il se trouve si vous habitez la Seine-Saint-Denis, déjà à partir du mois de juin, moi je veux dire, dans ma circo, à partir du mois de juin, vous avez intérêt à vous accrocher pour trouver des places en piscine en week-end, hein, avec vos gamins. Vous avez intérêt à venir 1 heure à l'avance avant l'ouverture de la piscine. Bon, ça, première chose. Deuxième chose, quand vous avez vos gamins à l'école, ils font au maximum quelques séances de natation au CM2, pas plus. Et alors, à Castéra, j'ai osé dire qu'il y avait 6 enfants sur 10 qui ne savaient pas nager à l'entrée en 6e. Elle dit que c'est faux. Elle a raison. En fait, c'est 7 enfants sur 10 en Seine-Saint-Denis contre 4 sur 10 dans le reste de la France. Mais c'est encore pire, ces chiffres-là. Ça veut dire qu'en plus, c'est vraiment des inégalités sociales monstrueuses. C'est-à-dire que plus vous êtes pauvre, moins vous savez nager. Et donc, je rappelle quand même que se noyer, c'est la 2e cause de mortalité des enfants. Voilà. Et qu'effectivement, en Seine-Saint-Denis, 7 enfants, même 74% des gamins, n'ont pas leur fameuse aptitude à savoir nager là en 6e, quoi. Et bien évidemment, il n'y a pas les créneaux en piscine, il n'y a pas les maîtres nageurs. Et donc, on a effectivement un énorme problème de sport populaire en Seine-Saint-Denis, comme d'ailleurs ailleurs en France. Il nous manque très exactement 5000 équipements pour rattraper la moyenne française en Seine-Saint-Denis. Et bien, il se trouve que le gouvernement est tout fier, la Macronie, de porter un plan de 5000 équipements pour toute la France. Et quand ils disent équipements, attention, hein, c'est des sommes simplement pour avoir un panier de basket, hein, pas pour avoir une piscine. Hein. Donc... Voilà où en est l'héritage des JO.
on va avoir 2 bassins de piscine qui vont aller, un à la piscine de Bagnolet et 2, je crois, à la piscine de Saint-Denis. Je veux dire, moi, dans ma circo, il y a 0 retombée. Dans la circo, c'est 6 fois moins d'équipements sportifs par habitant que dans le reste de la France. Il n'y a pas une seule retombée. Pour les 120 000 habitants de ma circo, il n'y a pas une seule retombée. Pas une seule. 0, rien du tout, même pas nada, même pas un panier de basket, quoi. Donc comment vous voulez que les habitants de Seine-Saint-Denis se sentent, se sentent heureux de ces sports et sentent que c'est des jeux populaires. Voilà, enfin, c'était juste pour aller dans ton sens. Et du coup, quand tu dis, on a fait face à des jeux populaires, je ne sais même pas si en réalité, en tout cas en ce qui concerne les habitants des territoires concernés d'Île-de-France et notamment en Seine-Saint-Denis, je ne sais même pas si la majorité des gens les considèrent comme populaires aujourd'hui. Justement, Fabien, donc peut-être en lien avec ce que vient de dire Aurélie, quand on s'intéresse à tes travaux, donc notamment tu as pas mal travaillé sur le football, peut-être justement revenir peut-être un peu plus précisément sur les difficultés auxquelles aujourd'hui les acteurs en fait, du sport sont confrontés en quotidien et comment, pas par les grandes équipes, etc., mais comment au quotidien par les bénévoles, les petites équipes, les gens qui du coup font du sport au plus local, comment on peut faire vivre les valeurs du sport qui sont belles malgré toutes ces difficultés du quotidien. Alors là aussi, c'est une vaste question. Alors, pour faire le lien avec les Jeux Olympiques, la première chose, c'est on nous a vendu des jeux populaires. Emmanuel Macron, on voit qu'il voit tout de suite la critique qui va être faite. C'est-à-dire qu'en général, les JO, quand ils sont organisés dans un pays, sont l'occasion de parler de la pratique sportive en population générale. À la fois les jeunes, mais jusqu'aux populations les plus âgées, etc. Avec l'idée que le sport, c'est bon pour la santé. Est-ce qu'on a eu ce débat-là pendant les Jeux ? Pas du tout. Et Emmanuel Macron, comme toujours, c'est-à-dire qu'il sait qu'il ne fait rien, mais il anticipe le fait qu'on va lui reprocher. C'est-à-dire qu'il disait j'ai introduit les demi-heures de sport à l'école, dont on sait qu'en fait, c'est totalement faux, que rien n'a changé et qu'au contraire, l'éducation physique, que ce soit à l'école primaire ou au collège ou au lycée, va plutôt moins bien qu'avant. Alors en fait, ça pose de vraies questions. C'est-à-dire que les associations, tout le mouvement sportif en France qui est essentiellement associatif, qui ne repose en gros que sur la bonne volonté des sportifs, est en régression. En fait, c'est-à-dire que c'est contre-intuitif par rapport à la présence du sport dans le débat public, dans les médias par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé de sport que maintenant. Le sport est devenu un étalon de référence, même dans la vie quotidienne, dans le langage courant. Les métaphores sportives sont omniprésentes maintenant, alors que dans les classes populaires, on fait de moins en moins de sport. C'est-à-dire que quand on regarde le maximum qui a été atteint, l'a été dans les années 70-80. C'est-à-dire quand, après 1945, vous avez des politiques d'équipement sportif qui sont portées par les municipalités, qui soutiennent le mouvement associatif local, que vous êtes arrivé en gros pour les classes populaires, pour les jeunes des classes populaires, c'est dans les années 80 qu'on n'a jamais fait autant de sport. Et depuis les années 80, ça ne fait que baisser. Et alors, un des indices de ça, c'est le taux d'obésité. Donc on sait que le taux d'obésité, c'est en partie la dégradation de l'alimentation, c'est-à-dire l'alimentation industrielle, trop sucrée, etc. Mais il y a aussi la sédentarité. Et les premières victimes de ces processus-là, c'est les jeunes des classes populaires. Et voilà, les JO auraient pu être l'occasion de porter un débat sur on se présente comme une nation sportive, c'est-à-dire sport de haut niveau, 60 médailles ou plus, etc. Mais concrètement, est-ce que les gens font mieux et plus de sport, du sport loisir, depuis 30 ans ? Non. Parce que il y a des politiques d'austérité qui touchent les collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales, la première chose qu'elles coupent quand elles n'ont plus les moyens de fonctionner, c'est la culture et le sport. Parce que c'est perçu comme le moins prioritaire. Donc il y a ce premier aspect-là, c'est que Jeux olympiques populaires, en fait, ça ne veut rien dire. Il y a un deuxième aspect qui est, ça a été populaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le jeu des classes moyennes. Alors si vous avez assisté au jeu, je sais, alors moi j'y suis allé parce que je suis une classe moyenne, donc c'est un divertissement qui est
pour moi, en fait, qui est pour nous. En gros, c'est pas le foot, c'est pas les beaufs. Il y a l'idée, il y a une hiérarchie socio-culturelle du sport en France. Les Jeux Olympiques, ça va, c'est accepté par la bourgeoisie, en gros. En gros, si vous, c'est ce que tu disais. En gros, les classes populaires, elles étaient où aux Jeux? Elles étaient sur les tatamis, sur les pistes, mais pas dans les tribunes. En gros, pour le dire caricaturalement, les blancs bourgeois comme moi, on était dans les tribunes pour regarder des pauvres, généralement noirs, d'origine noire ou d'origine immigrée, etc. Alors, deuxième chose, on pouvait, quitte à dépenser autant d'argent, rendre ces jeux vraiment populaires, justement pour que les gens puissent assister, les classes populaires puissent assister. Il y a des exemples, par exemple Rio en 2016, le gouvernement du Parti des Travailleurs a acheté la moitié des places au COJO et les a revendues, les a distribuées dans les favelas, en gros. Et donc la moitié des gens qui ont assisté au jeu n'auraient jamais pu y aller. Donc là, vous avez, comme toujours, ils vous ont dit, oui, il y a, je ne sais plus combien ils disaient, 30% des places qui sont à 24 €. Mais en fait, c'est les places du foot. Le foot qui est le sport le moins populaire au JO. Parce que justement, c'est les classes moyennes. Donc elles vont pas au football. Donc en gros, alors que l'athlétisme, la gymnastique, il y avait des places à 24 €, mais il y en avait 10. Elles sont parties en 1 seconde. Et ensuite, c'était 300 €, 500 €, 700 €. Troisième chose, c'était des jeux qui se voulaient populaires, mais même symboliquement, on a vu où est-ce qu'ils étaient organisés. Ils ont été organisés, c'était des jeux du prestige national. C'est-à-dire les lieux qui ont été choisis dans la ville à Paris. C'est les lieux des grandes expositions universelles. Celle de 1889 avec la Tour Eiffel, donc avec c'est l'exposition de 1900 avec le Grand Palais. Celle de 37 qui n'était pas une exposition universelle mais qui faisait office de le Trocadéro. Donc qui sont des moments d'affirmation du prestige de la nation. Et donc là on voit bien à quoi servent les JO. Ils servent à assurer dans la compétition symbolique des pays riches le fait que on est l'égal de Londres, on est l'égal de New York, de Los Angeles, etc. Mais alors ce qui était intéressant, c'est il y avait des sports plus populaires qui étaient les nouveaux sports, le breakdance, le basket 3x3, donc en gros le basket de playground, le skate, le BMX. Là, en fait, il y a d'autres endroits à Paris qui ne sont pas de la souveraineté nationale, comme pour les expositions universelles, ou la place de la Concorde, où finit le défilé de l'armée le 14 juillet. Il y a la souveraineté populaire, qui sont le triangle des manifestations du Front populaire, Bastille, République, Nation. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu imaginer que le basket 3x3, est-ce qu'on y joue dans le 16e arrondissement ou dans le 20e arrondissement ? Pourquoi pas faire ça place de la République, place des fêtes, place de la Nation ? En fait, même dans la géographie symbolique des lieux qui ont été choisis, le Paris dit populaire, alors qu'on sait que... Mais il reste plus populaire que l'Ouest parisien, a été totalement mis de côté. C'est-à-dire que faire le BMX place de la Concorde, il n'y a jamais eu des skateurs place de la Concorde. En revanche, place de la République, il y en a régulièrement. Mais on ne les a pas envoyés là-bas. Parce que c'est aussi le public des Jeux, ça reste le public de 1924. Enfin, ça vient du 16e, du 15e. Ils ne vont quand même pas aller jusqu'à la place des Fêtes pour suivre une compétition. Alors, dernière chose sur ce que tu disais sur l'évitement social, tout ça me fait penser aux Jeux de Moscou en 1980. C'est-à-dire que les Jeux de Moscou, alors pour trois raisons. La première, ça a été décrit comme une parenthèse enchantée dans le régime brejnevien, donc on sait que l'URSS est en train de décliner à ce moment-là, et les Jeux de Moscou sont un moment de cohésion nationale en Union soviétique où tout a l'air d'aller... Enfin, les gens s'en souviennent comme un grand moment où tout était apaisé politiquement. Bon, après, on a vu que ça n'a rien changé au déclin. Donc, espérons que Emmanuel Macron fasse la fin des amis de M. Brejnev. Mais alors, il y a deux autres points qui font ressembler beaucoup aux Jeux de Moscou. Le premier, ça a été la cérémonie d'ouverture. C'est-à-dire que la cérémonie d'ouverture qui explique l'histoire du monde autour du pays qui l'organise, c'est Moscou 1980. C'est-à-dire que c'est la première fois à Moscou que vous avez 12 tableaux qui expliquent
l'histoire du socialisme, l'histoire de l'URSS et l'histoire de l'olympisme, avec l'URSS qui se propose comme le meilleur défenseur de l'idéal olympique à ce moment-là. On a eu ça, on a eu 12 tableaux qui expliquent, alors là c'est pas l'histoire du socialisme, c'est l'histoire de la République française, l'histoire de l'olympisme mais orientée, Pierre de Coubertin, c'est la France. Et alors, dernière chose, c'est l'évitement social, c'est-à-dire les premiers jeux où ça a été fait de manière industrielle pour donner une bonne image du pays, c'est Moscou. C'est-à-dire que là, à l'époque, c'était les asociaux. Et alors, c'est exactement, ce qui est marrant, c'est que c'est exactement les mêmes catégories. C'était les tziganes, les SDF et les prostituées qui ont été vidés de Moscou pour que le public international ne les voit pas. Alors, ça a été aussi le contrôle politique des spectateurs. Donc là, évidemment, ça n'a pas eu les proportions que ça avait eu à Moscou en 1980, mais quand même, la cérémonie d'ouverture où il fallait un QR code pour accéder au bord de Seine, même quand on n'avait pas payé, juste pour les endroits gratuits, où il y avait une enquête du ministère de l'Intérieur qui pouvait vous refuser l'accès, avec en gros quasiment l'impossibilité juridique de faire recours à un tribunal administratif qui pourrait casser la décision. Donc en gros, on le savait que ce serait des décisions politiques. C'est-à-dire, qui a été refusé ? Des gens qui étaient des militants écologistes, associatifs, qui avaient fait des manifs, donc qui étaient potentiellement des contestataires du grand leader pendant la cérémonie d'ouverture, et donc ont été refusés. Mais ça, c'est des procédures, nettoyage social et censure politique qui ont été inaugurées par Moscou 1980, c'est-à-dire un régime qui, en termes de liberté publique, n'était pas le plus libéral au monde. Donc de ce point de vue-là, les Jeux, ça a été aussi ça. Ça a été un remake de Brejnev. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura encore une question à Paul et Aurélie, et après on passera un temps d'échange avec la salle si vous avez des questions. Donc ce qu'on a dit, Paul, c'est qu'il y avait un contexte de... En fait, médiatiquement, c'était un peu saturé, c'est difficile de faire entendre des critiques sur les JO. Bon là, au-delà du fait qu'on est entre militants, il y a beaucoup de gens qui connaissaient le revers de la médaille et ses travaux. On regardait, il y a quand même eu dans la presse un peu des reprises ça et là. Et je pense que c'est une question aussi intéressante en tant que militant politique. Ce que vous avez réussi à faire, comment on arrive en fait à faire entendre dans un contexte où c'est dur d'émettre une critique, comment on arrive à faire porter en fait médiatiquement ce que vous avez un peu réussi à faire avec le revers de la médaille, d'autres discours. Comment vous avez fait pour faire ça ? Alors, c'est vrai que c'était une grande question. Il y avait déjà, quand on s'est réunis avec les associations pour commencer à s'organiser sur cette question, très rapidement, et c'était pas que un choix de stratégie politique, c'était aussi la conviction de plein des assos qui étaient là, on a pris un positionnement qui n'était pas anti-JO. Parce qu'évidemment, il y a un No Olympics Movement, il y avait une coordination, une interorga anti-JO à Paris, à laquelle au bout d'un moment on a été invité, et avec laquelle on a collaboré pour faire une contre-cérémonie d'ouverture des Jeux, et une lettre ouverte dans l'IB à la veille des Jeux Olympiques avec PEPS, je pointe Merlin parce que Merlin était coordinateur de cet espace. Il y avait également Saccage 2024, le DAL, etc., les coordinations de sans-papiers. Mais nous, on a vraiment pris un postulat qui était de dire, on n'est pas contre les Jeux, par contre, on est farouchement opposé à l'exclusion sociale, aux politiques contre la migration, etc. Mais comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, toi, à chaque fois, tu devais te justifier au début dans les médias. Et c'est vrai qu'en fait, là-dessus, il y a une pression médiatique énorme. Enfin, si on arrive quelque part en disant « je suis contre les JO », le raccourci est fait de dire « vous êtes contre le sport, vous êtes un rabat-joie, vous êtes un peine à jouir, et donc on va pas vous donner la parole ». Donc nous, on a vraiment joué le truc hyper clean de dire oh, « les JO, mais les JO, c'est formidable, les JO, mais attendez, mais on adore ça, nous ». Et mais attendez, on est tous des grands sportifs, les JO quoi. Et après de les prendre au mot, parce qu'en fait eux sont très forts là-dessus dans la com, et nous on peut retourner le truc contre eux. En fait dans les JO il y a le principe de non-discrimination. Il y a ces pubs au cinéma qui me rendaient dingue là. À un moment j'ai trouvé un peu de temps libre, je suis retourné au ciné un week-end entre deux évacuations, et je vois la France, nous sommes prêts à accueillir le monde, Paris 2024. J'étais là, mais vous vous foutez de ma gueule, vous expulsez des gens. Toutes les semaines, vous êtes complètement dingue. Enfin bref, donc il y avait vraiment
On a essayé de retourner l'argument et en fait on n'est pas les premiers à avoir fait ça. Si on regarde l'histoire des JO par exemple, il y avait eu des athlètes sud-africains qui avaient fait ça, qui s'appelait le mouvement Sanrock. Ils ont réussi à faire exclure leur pays, l'Afrique du Sud, des JO de 64 et de 68 en allant partout dans le monde en disant c'est un événement qui prône la non-discrimination. On vient d'un pays d'apartheid, on est les premiers concernés parce qu'on est les habitants du lieu et on est les athlètes, on veut participer aux Jeux. On ne participera pas et notre pays ne doit pas participer tant qu'il y a l'apartheid dans notre pays. Et ils ont fait expulser comme ça 2 fois l'Afrique du Sud en utilisant cette technique-là, en fait, en se basant sur quand même les beaux principes des Jeux et sur la com des Jeux. Donc nous déjà, c'est quelque chose qu'on va recommander. On va faire un petit handbook militant avec un peu ce qui n'a pas marché pour nous et ce qui a bien marché. Et déjà, ce positionnement pas anti-JO, en fait, on le recommande parce qu'il y a vraiment des valeurs solides sur lesquelles on peut s'appuyer et sur lesquelles on peut jouer sur leurs contradictions. Et il y avait aussi l'idée quand même qu'il y a pas mal de gens qui voulaient être aussi solidaires des athlètes. Il y a quand même plein d'athlètes qui sont vachement défavorisés, qui sont en fait des travailleurs ou des passionnés précaires et qui avaient un peu une idée de voilà, de pas tout balancer, de se dire on peut être partie prenante de l'événement et en même temps être contre ces effets néfastes. Et donc c'était l'idée du revers de la médaille, évidemment. On était très content de la formule. Elle a bien marché, donc il faut un jeu de mots et il faut potentiellement un positionnement où on retourne les valeurs contre eux. Après aussi ce qui a marché évidemment, on va pas se mentir, quand on a une centaine d'associations avec des fédérations comme le Secours catholique, des assos comme Médecins du Monde, Action contre la faim, ça veut dire que derrière il y a un budget. Donc nous on a salarié des gens pour le collectif. Il y avait quelqu'un qui était coordinateur du collectif pour gérer tout ce qu'il y a à gérer dans un collectif comme ça chaque semaine. Il y a quelqu'un qui était salarié pour la communication. Moi j'ai laissé une partie de mes missions terrain pour faire encore plus de plaidoyer l'année-là. Et puis je me suis rajouté un paquet d'heures sup pas possible. On a aussi réorganisé notre travail et mis les moyens supplémentaires en termes financiers et en termes de temps. Et un de nos messages à faire passer aux gens, c'est surtout de se dire, en fait, il y a une fenêtre de tir quand même politique avec les JO qu'il ne faut absolument pas louper. Et moi, j'ai passé l'année à motiver les collègues de plein d'assauts en leur disant, c'est une fois par siècle, allez. Parce que vraiment, on pouvait pas le louper. Et en fait, c'est vrai, dès que maintenant, nous, on mettait JO dans des termes dans des sujets d'exclusion sociale, ça explosait. En fait, je veux dire, cette année, je pense qu'on n'aura jamais autant parlé dans les médias des SDF. Enfin, je veux dire, d'habitude, qui s'en fout des SDF? Et là, on faisait une opération d'évacuation de campement. Il y en a déjà eu plus de 400 à Paris dans l'année. Il y avait CNN, il y avait le Washington Post, il y avait la télé slovaque, il y avait la radio du Japon. Enfin, il y a quand même un effet JO qui est dingue. Et nous, on essaie, voilà, on va de rentrer en lien avec les gens qui vont s'organiser à Los Angeles, à Brisbane et ailleurs pour leur dire vraiment, c'est le moment aussi de mettre potentiellement un peu des différents de côté. Et au niveau du mouvement social, des assos, de ne pas rater cette fenêtre de tir là parce que le monde entier regarde. Et donc, si on fait bien le taf, on peut en faire quelque chose. Et la troisième chose qui a bien marché pour nous, et ça c'est mes affections anarchistes et le logiciel militant qu'on avait avec pas mal de camarades du collectif, mais c'est la propagande par le fait. Vraiment, la propagande par le fait. On a fait des actions toute l'année. D'habitude, voilà, moi, Médecins du Monde, j'essaye de les bousculer un peu parce que c'est une grosse orga, c'est politique, c'est militant. Mais il y a un logiciel de plaidoyer. Souvent, une grosse ONG, elle va se dire, on a un plaidoyer, donc on fait une campagne, et puis il faut faire une campagne de com en parallèle. Non. On a des stratégies de lutte, on va essayer d'aller dans ces stratégies-là, et puis surtout, si on fait un communiqué de presse et une manif déclarée tous les 3 mois, en fait, c'est toujours la même chose et on nourrit pas les médias. Et c'est une évidence pour tout le monde, évidemment, qu'on vit dans un monde de communication et dans un monde de réseaux sociaux et dans un monde d'images. Et du coup, nous, on a joué cette carte-là à fond. C'est-à-dire que pour la presse, déjà, il leur faut des images sympas. La première action qu'on avait fait, on était allé devant le Cojo, on avait projeté le revers de la médaille à côté de Paris 2024 au laser. On avait grimpé dans les arbres pour accrocher des banderoles d'affiches qu'on avait collées partout, des trucs de plein de couleurs. Le mec de l'AFP, il nous a dit, mais vous m'invitez quand vous voulez, en fait, c'est trop bien. D'habitude, on me fait venir sur un lieu de manif, il y a des prises de parole de 20 minutes, il y a une banderole, il se passe pas grand chose. Nous, il y avait des lasers, des fumis, ça grimpait, enfin voilà quoi. Donc il faut se faire plaisir, ce serait un peu nos recommandations. Nous, on s'est pas limité cette année et il faut en plus d'avoir des actions qui soient visibles pour créer de l'image, il faut aussi écrire un récit autour de ça. À un moment, on a fait une action où on est allé mettre des panneaux qui faisaient en gros des bulles de dialogue autour de plein de statues à Paris. Et après, on finissait dans le jardin du Sénat où on a jeté les 5 anneaux olympiques qui étaient des bouées dans l'étang devant le Sénat. Et on l'a pas présenté comme ça à la presse. On leur a dit, écoutez, ça fait 6 mois. Ils n'écoutent pas les vivants, on va faire parler les défunts. Et vu que le Sénat s'occupe de la sécurité mais pas du social, on va organiser devant les portes du Sénat la première épreuve des JO.
Bon, bah voilà, là les médias ils sont ah ouais, vous allez faire parler les défunts. Oh là là. Bref, donc il faut aussi écrire du récit et il faut se faire plaisir en fait. Il n'y a pas de raison d'être des militants, de passer pour des gens aigris. Moi je crois que la joie militante c'est aussi ça le moteur, quoi. Moi j'ai vécu une année d'une certaine violence de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a vécu, mais aussi qui est dingue. Moi, quand je vous raconte encore nos actions, j'ai encore des petits frissons. Je veux dire, c'est dans les luttes qu'on s'émancipe, c'est là qu'on se fait plaisir. Et avec les JO, en fait, avec le revers, on s'est fait plaisir. Alors, on a beaucoup souffert, on avait beaucoup à avoir fini un peu cassé et presque en burn-out. Mais voilà, ce truc de se dire à chaque fois qu'on va publier un rapport, à chaque fois qu'on va faire une nouvelle demande au COJO ou une nouvelle demande à l'État, on va organiser une action et on va faire une action aussi qui est inclusive. Parce que c'était important pour nous d'avoir, on a piqué des méthodes un peu partout, mais aller en première ligne à Notre-Dame-des-Landes ou au Méga-Bassine, tout le monde ne peut pas se le permettre physiquement, juridiquement. Là, on a quand même fait des actions de désobéissance civile, mais voilà, on les a travaillées à fond pour faire des repérages le plus possible. C'était baqué avec des avocats derrière. Et petit à petit, en plus, vu que le collectif se sentait en confiance, on a un peu titillé de plus en plus les autorités. On a quand même fini devant une annexe au 1er mai du ministère de l'Intérieur et on a fait rentrer de force, à travers les joints en caoutchouc de la porte du ministère, une enveloppe grande comme ça destinée à Gérald Darmanin. C'était assez jouissif de le faire et on est parti. Et 5 minutes après, il y avait des véhicules de flics partout qui arrêtaient et qui contrôlaient les journalistes. Et on a quand même perturbé l'arrivée de la flamme à République. Donc ça, c'était un grand moment pour nous. Il y avait la place de la République, c'était le concert Coca-Cola. On a trouvé un Airbnb qui était bon. Alors c'est vrai, on a fait gagner de l'argent à un des sponsors des JO. Mais il nous fallait un lieu dans lequel la police n'avait pas le droit d'intervenir pour protéger les militantes et les militants. On a trouvé un appartement qui était à peu près dans le même immeuble que les identitaires avaient utilisé pour déployer une banderole où ils avaient écrit des saloperies pendant une manif à Dama Traoré. Donc on a fait un pied de nez à Coca, un pied de nez aux identitaires et on a fait un pied de nez aux JO parce que quand la flamme est arrivée sur la scène à République, il y avait Oudéa Castéra sur scène, il y avait Tony Estanguet, il y avait l'athlète de handball dont j'arrive jamais à prononcer le nom donc je vais pas l'écorcher, qui a allumé le chaudron, et une présentatrice de télé. Et là ils ont commencé à dire au public regardez c'est bien, etc. La musique était coupée et là on a fait péter nos fumis, nos cotillons, on a crié comme des malades et en fait tout le public, vu qu'on a des anneaux olympiques à chaque fois avec nous, s'est retourné vers nous et a crié vers nous. Et vraiment de voir la tête là de ces puissants qui étaient sur scène, et il y a eu un petit moment de panique, ils ont fait comme ça et comme ça pour que le truc reprenne. Enfin voilà, c'était un chouette moment où on a pu aussi nous s'incruster et leur faire comprendre que il y a des acteurs du mouvement social qui étaient partout et qui pouvaient, sans gâcher la fête, quand même faire entendre qu'on est encore un pays de gens concernés par les contestations. Donc voilà, ce serait un peu les leçons militantes nous qu'on a tirées cette année. Et pour finir encore une fois sur une note positive, parce que je suis un grand idéaliste ou peut-être un naïf, je ne sais pas, mais si on regarde l'histoire des JO, mine de rien, c'est quand même un événement qui a beaucoup évolué évidemment. Donc il y a tout ce nettoyage social, en effet, il y a un rapport du corps qui dit que de 1980, les Jeux de Moscou jusqu'à 2007, c'est 2,5 millions de personnes qui sont déplacées à travers 7 occurrences différentes des JO, donc c'est énormissime. Mais si on regarde quand même à la base cet événement, quand il a eu l'idée moderne des JO il y a 130 ans, le baron Pierre de Coubertin, c'était un événement que pour les Blancs, c'était un événement que pour les hommes. En 1904, aux Jeux de Saint-Louis aux États-Unis, ils ont fait des expériences qu'ils voulaient anthropologiques, mais en gros des expériences coloniales sur des peuples autochtones qu'ils ont forcés à participer à des épreuves olympiques. Enfin, je veux dire, depuis, les Jeux ont quand même pas mal évolué. Maintenant, ils en font du greenwashing, ils se sentent obligés de parler d'environnement. Maintenant, ils se sentent obligés de parler d'héritage social. Donc nous, on est convaincus que si on continue à tirer cette corde-là, et si le flambeau est repris par plein de militants et de militantes à travers le monde, que potentiellement, on pourra aussi obtenir quelque chose pour les plus exclus. Là, ils ont juste fait 200 places pour les SDF. C'est déjà 200 places. Ils en ont expulsé bientôt 15 000. Mais c'est déjà 200 places. Je pense que si on continue à lutter aussi fort qu'on l'a fait cette année, nous et toutes les orgas qui ont lutté, on pourra peut-être obtenir un peu mieux de ces Jeux Olympiques dans le futur. Merci beaucoup et aussi pour tout l'enthousiasme militant de cette réponse. Donc pour finir sur les tours de questions, que Aurélie, qui perd ses feuilles, Aurélie a lancé avec d'autres députés une commission d'enquête sur la question des Jeux Olympiques. On l'a vu et c'est un des premiers trucs dont on a entendu parler en fait quand on a entendu parler des JO, c'est la question de tous ces bénévoles et tout ce travail gratuit qui allait être demandé à des personnes sélectionnées, etc. Il y a eu un certain nombre d'entorses au droit du travail avec ces danseurs, par exemple, qui se sont mis en grève jusqu'à la veille de la cérémonie. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots donc, de ce contexte global et aussi de la commission d'enquête qui va être lancée ? Merci beaucoup Marion.
J'avais envie de dire tout le boulot que vous faites aussi, le collectif de Revers de la Médaille, et ce qu'on va faire nous dans la commission d'enquête populaire, dans lequel on auditionnera évidemment le collectif de Revers de la Médaille et tous les chercheurs d'ailleurs qui travaillent sur ces questions-là. Tout ce boulot-là, et notamment le boulot militant, il va servir aussi pour 2030, parce que soit dit en passant, ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'on décide par un gouvernement illégitime de jeux en 2030 sans avoir aucun bilan clair net de ces jeux-là, quoi. Enfin, je veux dire, ils ne sont même pas terminés qu'on part sur des jeux en 2030. Soit dit en passant, ça pose notamment une question qu'on n'a pas, moi que je ne vais pas pouvoir développer beaucoup ici, mais que Jeanne Lingard aurait sans doute développé, qui est la question écologique, qui va être la question en 2030, hein, parce que les jeux à la Clusa, avec 30% déjà, je crois, des pistes en neige artificielle, et évidemment en 2030, je ne vous raconte même pas à quel point on sera de tension sur les ressources en eau. Voilà, évidemment, la question écologique est très importante, mais elle était déjà importante ici, hein. Il y a eu des mobilisations, notamment en Seine-Saint-Denis, mais pas que très importantes. Par exemple, nous, on a vu les jardins ouvriers d'Aubervilliers être rasés. On a vu aussi la course aux infrastructures autoroutières. Il faut savoir que la Seine-Saint-Denis, c'est un des départements dont l'air est le plus pollué de France, parce que déjà, on a les aéroports, notamment les aéroports de Riche, dont le Bourget, hein, et donc des aéroports qui servent avant tout pas à la population de Seine-Saint-Denis, mais à ceux qui ont l'argent pour prendre l'avion. Bon, ça c'est la première chose. On a déjà tout un tas d'autoroutes, de nationales, enfin bref, qui saturent totalement notre paysage, mais qui saturent l'air et qui polluent l'air de crèches, d'habitations qui sont ras les autoroutes. Et ben on nous rajoute un échangeur autoroutier à Saint-Denis-Pleyel, là. Enfin, voilà ce que c'est les JO aussi, hein. En plus, toutes les émissions de gaz à effet de serre supplémentaires liées à l'ensemble des JO, etc. Donc ça, il faudra bien aussi l'avoir dans le bilan en vue de 2030, même si évidemment les enjeux écologiques seront encore autres dans les Alpes avec, voilà, vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir derrière en termes notamment de destruction des ressources naturelles par des nouvelles infrastructures. Premièrement. Deuxièmement, effectivement, dans la commission d'enquête, on a d'autres composantes. Donc il y a la composante écologique, la composante nettoyage social. Donc je le disais aussi, la composante héritage, non-héritage en termes de sport populaire. Et tu l'as dit aussi toi, c'est la question aussi de ces jeux qui servent avant tout l'image du sport business et du sport d'élite. D'accord ? Quand en fait il y a de moins en moins l'accès pour tous, tu vois, je les avais pas les chiffres. Quand tu dis en fait dans les années 70-80 on avait beaucoup plus accès au sport populaire qu'on ne l'a aujourd'hui, quoi. Et en fait ces jeux, c'est vraiment quelque part la célébration du sport business et de le sport élite pour un tout petit nombre. Voilà, et ça moi je pense qu'il faut, et je le dis aussi avec, alors on peut pas tout développer dans cette commission d'enquête, mais avec aussi plein de questions qui se posent sur ce développement du sport élite. Par exemple, les violences sexuelles et sexistes. On a une commission d'enquête qui était en cours par Sabrina Sebaï, qui est une députée écologiste, d'accord ? Sur les violences sexuelles, sexistes, racistes, etc. dans le sport, mais qui sont aussi liées à la pression qui est mise sur les athlètes et sur les sportifs de haut niveau. Je veux dire, par exemple, la vulnérabilité que vous avez vis-à-vis de votre médecin, ou de votre kiné, qui peut vous demander à n'importe quoi, vous, jeune fille de 14-16 ans, il peut vous demander n'importe quoi au nom de la prochaine compétition, y compris de vous violer, en fait. Enfin, je veux dire, il faut savoir aussi l'état de vulnérabilité quand vous êtes un sportif ou une sportive de haut niveau. Il y a une maltraitance des enfants, des mineurs. Il n'y a aucun autre... Enfin, je veux dire, il n'y a aucun autre... parce que c'est du travail, en fait, hein, les mineurs. Je veux dire, les jeunes gymnastes travaillent. Il n'y a aucun autre... boulot, travail, dans lequel on accepterait ça. C'est-à-dire des jeunes de 10, 12, 14 ans qu'on blesse à vie. Parce que c'est ça le sport de haut niveau, notamment de la gymnastique. Il y a un très bon documentaire sur Arte que je ne sais pas s'il est encore qui est excellent là-dessus et qui explique ça. Je veux dire, la gymnaste Simone Biles, c'est Simone Biles, elle a eu ce courage notamment de parler de tout ça, mais pas que, hein, même Michael Phelps a parlé de ça, etc. Par exemple, il a osé dire qu'il a été en dépression des années. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait de sa vie ? Il a passé toutes les années de son enfance et de son adolescence à faire des allers-retours dans un bassin de piscine 8 heures, 10 heures par jour. C'est ça le sport tel qu'il est devenu. Pour que nous, on puisse se gausser, on est tout content derrière notre écran, mais c'est ça qu'il y a derrière.
Enfin, je vous le dis aussi en tant que... Enfin bon, moi j'ai pas été à ce niveau-là, mais c'est ça aussi le sport de haut niveau. Et c'est pas ça que ça devrait être. Et malheureusement, de moins en moins, par contre, il y a l'accès à un sport de haut niveau ou pas de haut niveau, mais qui soit émancipateur, d'égalité, d'insertion sociale, etc. Alors, 2 dernières dimensions, j'ai pas beaucoup le temps, mais 2 dernières dimensions qu'on va développer dans la commission d'enquête. Évidemment, le droit du travail, le bénévolat déguisé. Bon. Toute la surexploitation, mais ça vous en avez pas mal parlé je crois aussi dans le collectif Revers de la médaille, toute la surexploitation des travailleurs sans papier. Enfin, je veux dire, moi dans ma circo c'était très simple, là, vous aviez la nationale, la Noisy-le-Sec, ils étaient tous au bord de la route à faire la queue et on les voyait tous quoi. Je veux dire, on peut pas être hypocrite là-dessus, on les a vus tous les matins, à 6h du matin ils faisaient la queue pour essayer d'être sur les chantiers, sur des travaux ultra précaires, des contrats ultra précaires qui duraient la journée, c'est ça qui s'est passé. Et là, en ce moment, la CGT est en train de sortir le dossier. Le COJO, le comité des Jeux Olympiques d'organisation, avec tout ce qu'il y a derrière, on se gosse, Hidalgo, Estanguet, tout ça, on est trop contents. Le COJO a des milliers de salariés. Et bien, on est en train de découvrir qu'en fait, ils ont payé au forfait jour les gens, les salariés, jusqu'à 64 heures, 65 heures par semaine, sans rémunération des heures sup. Et là, vous avez de plus en plus de salariés qui sont en train de dire « Ah ben finalement, attendez, nous, on a été complètement surexploités avec la mise en danger totale de la santé des travailleurs. On était censé avoir une charte sociale, Bernard Thibault, tout ça, tout va bien. » En fait, non, en réalité, il y a une casse énorme du droit du travail à travers ces Jeux Olympiques. Là aussi, c'est un laboratoire de casse du droit du travail, ces Jeux Olympiques. Là aussi, on est dans la dérive totale de la Macronie à travers ces Jeux Olympiques. Donc ça, on est en train de sortir tout ça. Le problème, c'est que ça sort maintenant, parce que là, les travailleurs salariés, ils appellent maintenant. Ils disent, bon, là, maintenant, on vient de finir notre contrat, on n'osait rien dire, maintenant, on va vous dire ce qui est en train de se passer. Et là, je peux vous dire que tous les jours, la CGT reçoit des appels en disant, voilà... en fait, on a travaillé 65 heures par semaine, rémunéré 35 heures. Et en fait, on n'a rien vu des JO, parce qu'on était là juste pour faire des allers-retours. Voilà, je veux dire, les bénévoles, pareil. Ils vous racontent qu'en fait, c'était une arnaque totale et qu'ils ont été complètement surexploités avec du travail complètement déguisé. Je finis en disant juste que sur la question économique, là, on a tout un travail à faire parce que vous le savez, par contre, les JO, c'est une rente énorme pour les multinationales. Tu bosses là-dessus, mais par exemple, d'abord, privatisation de l'espace public par LVMH. Alors là, ça a été monumental à Paris. Mais aussi, par exemple, le passage de la flamme. Moi, dans ma circo, Lila, Romainville et ça. Vous savez que 30% des passeurs de flammes étaient dédiés exclusivement aux multinationales et à leurs patrons. Donc nous, ils ont voulu nous mettre quand même les patrons de Sanofi à Romainville. Sanofi qui a licencié je ne sais combien de salariés historiquement à Romainville. Alors quand même, les élus locaux ont dit non, là quand même, Sanofi, c'est pas possible. Mais enfin, on a quand même eu LVMH au Lila, etc. Airbnb, on a eu un des patrons d'Airbnb qui passait la flamme, 30 kilos. Je disais, mais c'est qui lui? On le connaît pas. Ah oui, c'est un patron d'Airbnb. Par contre, ils nous ont viré les sportifs de Seine-Saint-Denis, les sportifs historiques de Seine-Saint-Denis et tout dégagé. Bon voilà, on a réussi à avoir on a eu Alice Diop, on a réussi à choper 2-3 places pour quelques personnalités de Seine-Saint-Denis, de la culture ou du sport, mais pour le reste, 30% c'était les multinationales, quoi. Pour vous donner une idée, ça c'était ne serait-ce que la mise en visibilité, la privatisation de l'espace public. Mais ensuite, il y a eu des rentes énormes. Et en fait, tout est opaque. Il faut savoir que le COJO passe par la Solidéo. Il y a la Solidéo qui s'occupe des infrastructures et le COJO qui s'occupe de l'organisation quotidienne des Jeux. Les contrats, ils sont opaques. On ne connaît pas en fait le contenu des contrats. Donc c'est pour ça qu'on veut une commission d'enquête parlementaire avec de vrais moyens. Mais par exemple, par le biais de journalistes, on sait qu'Havas, par exemple, là en ce moment, est poursuivi par d'autres entreprises parce qu'il y aurait eu un conflit d'intérêts avec le groupe Havas pour faire la mascotte, etc. Bon, dernière chose aussi, vous en tant que contribuable, sachez que en fait ça va coûter cette affaire. On nous avait dit 6 milliards, on est déjà à 10 milliards. Bon, en réalité, les retombées économiques des Jeux, là, on est en train de revoir un petit peu la copie en se disant finalement, non, finalement, ça va pas être positif. La retombée globale, ça sera sans doute négatif. Puis nous, contribuables, sachez bien que ça va nous coûter de l'argent net. C'est pas... Voilà. Alors ça aussi, il faut qu'on fasse les comptes. Il y a soi-disant un rapport de la Cour des comptes je ne sais quand. Bon, nous, on va essayer de faire le travail bien avant parce que de toute façon, ils vont compter sur une chose, c'est que dans un an, on est tout oublié. Donc, quand sortira les chiffres, de toute façon, les médias auront tout oublié. On sera passé à autre chose. C'est pour ça qu'on va essayer de faire tout le travail
dès à présent. Et en gros, les auditions, on va les faire dès la semaine prochaine, j'espère, jusqu'à fin septembre. On va s'y coller là et on espère sortir un beau rapport d'une commission d'enquête populaire. On compte sur vous aussi si vous êtes intéressés. On a bien envie de faire les semaines à venir aussi des auditions des habitants des territoires concernés pour voir ce qu'ils en pensent. Et puis n'hésitez pas dans le public aussi si vous avez des retours concrets, parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a des retours auxquels on ne s'attendait pas sur les impacts de ces Jeux Olympiques. Voilà.